Eh oui, l'homme qui fera taire Patrick Ollier n'est pas né. Pas fastoche de Richard Paquet. Jacques Paquet avait quand même un tâche difficile. Bon, moi je suis content d'être avec vous. J'avoue que quand on regarde le sujet qui nous rassemble ce matin, on est quand même toujours un peu saisi d'une forme de vertige. Parce que se dire qu'on atteindra la neutralité carbone en 2050 et même se dire que d'ici 2030, il faut diviser par 2 notre niveau de 2019, c'est assez angoissant. Et puis, je sais que vous en avez parlé tout à l'heure, on vient de vivre les Jeux Olympiques. Et dans les Jeux Olympiques, si on prend quelques exemples, grâce à plein de partenaires, dont je vais essayer de dire, disons, plusieurs fois ton nom pour te remercier, parce que j'ai beaucoup remercié avant, grâce à la métropole du Grand Paris, grâce à plein d'acteurs, les Jeux Olympiques ont été formidables en la matière. Quand on pense que le village olympique, il faut en rendre hommage à toutes les entreprises françaises qui ont livré ce village avec quand même des émissions de 47% inférieures à la normale. Bien sûr, tout ce qui a été fait par le SIAP et d'autres pour la dépollution de la Seine. Bien sûr, tout ce qui a été fait sur le plan vélo, 400 km de pistes vélo, 20 000 parkings vélos qui ont été construits, dont la moitié était pérenne. On parlait de verdissement de bateaux, on a verdi 40 bateaux en vue de la cérémonie d'ouverture et des bateaux de la flotte qui sont sur la Seine en temps normal. Bref, on a eu des Jeux Olympiques qui ont montré que les acteurs économiques, soutenus par les collectivités locales et l'État, étaient les premiers à faire en sorte qu'on s'engage sur cette voie très exigeante. Le village, à cet égard, est exemplaire. Donc en voyant ça, on se dit que peut-être on peut y arriver quand même. L'État, en tout cas de son côté, s'est dit que la méthode qu'il avait utilisée pendant longtemps n'était sans doute pas la bonne. C'est-à-dire d'essayer de décréter d'en haut la façon dont les normes ou la façon dont on devait tous les atteindre. Vous avez donc vu qu'il a cherché à changer de méthode en territorialisant les plans d'action, en créant cette COP, cette conférence territoriale pour que nous nous approprions au plan territorial les efforts que nous avons à réaliser. En Île-de-France, ce schéma est à l'œuvre sur les 3 grandes étapes qui sont appliquées nationalement. Un diagnostic territorial que nous faisons avec le conseil régional, que je remercie également. Ensuite, sur la base de ce diagnostic, bien sûr, un dialogue avec tous les acteurs concernés, pas simplement les acteurs institutionnels, mais également les acteurs associatifs ou les acteurs entrepreneuriaux. Et puis, bien sûr, troisième temps, l'élaboration d'une feuille de route régionale. Cette COP francilienne, elle a pris un peu de retard au début parce que les Jeux Olympiques pouvaient sembler prioritaires, mais elle avance bien. Elle a été lancée en avril. On a finalisé le diagnostic francilien avec la région et tous les débats ont été programmés dans tous les départements d'Île-de-France. Ce travail s'est tenu. Énormément de personnes sont venues y contribuer et ont cherché à apporter leur pierre à l'édifice pour voir de quelle manière on pouvait, sur le logement, le tertiaire, l'industrie, la biodiversité, la forêt, essayer d'avancer. On est en train de finaliser ce travail et j'espère bien qu'on va arriver ensuite à ce que les projets qui auront été portés via la COP puissent faire l'objet de CRTE, de contrats pour la réussite dans la transition écologique, puisque c'est comme ça que l'État essaiera d'apporter des moyens. Donc, se dire qu'en début d'année prochaine, on doit finaliser ce travail, faire en sorte que, au lieu d'avoir une approche descendante, on a une approche qui remontera pour nous aider à traiter nos difficultés. Vous voyez bien que notamment en Île-de-France, notre spécificité, quand on compare aux autres régions métropolitaines, c'est bien sûr la place du bâtiment, du bâtimentaire dans nos émissions. Ça représente près de 40% de nos émissions. Ce n'est pas du tout la même chose ailleurs. Bien sûr, c'est lié à la taille de la région qui est spatialement plus petite, mais ça doit nous conduire à nous, État en tout cas, à continuer avec les acteurs à mobiliser des financements considérables pour que la rénovation des bâtiments puisse nous aider dans la réduction des gaz à effet de serre. Il y a des problèmes de financement, mais il y a aussi des problèmes d'organisation, d'où la mise en place du service public de la rénovation de l'habitat. Et la feuille de route de la COP, évidemment, elle est articulée avec les différents documents que soit la région, soit la métropole peuvent élaborer, le SRCAE, le SRHH, le SDRIF, etc., pour faire en sorte que nous articulions les uns les autres. Ça, c'est vrai pour le bâtimentaire. C'est vrai aussi pour tout le reste des efforts que nous avons à faire ensemble. Je songe
Bien sûr, au transport, pour vous dire que dans le contexte budgétaire que nous connaissons, le ministre des Transports, qui par ailleurs connaît bien l'Île-de-France, a décidé de maintenir à un niveau très élevé, à celui du contrat de plan État-région qu'il a signé lui-même le 26 septembre, les engagements de l'État pour les années à venir. Nous sommes engagés à ce que nous apportions 3 milliards d'euros pour la modernisation des transports, avec évidemment un objectif là aussi en termes de décarbonation qui est très important pour ralentir la circulation des véhicules individuels. Je remercie Patrick Ollier à nouveau pour l'effort de la ZFE qui entrera en vigueur au 1er janvier. Je confirme avec lui que pendant 2 ans, il est sûrement nécessaire que le respect de cette ZFE soit d'abord pédagogique et non pas répressif, parce que sinon nous n'y arriverons pas. La gamme des exceptions qui sera prévue par la MGP doit nous aider à participer de cette pédagogie, y compris dans le nombre de jours qui vient d'être annoncé comme des exceptions, mais l'État, de son côté, doit chercher aussi à continuer dans cette période à faciliter la transition de la flotte automobile. Nous avons souvent été appelés à poursuivre nos efforts en matière de financement et de bonus. On va voir dans la suite de la discussion de la loi de finances sur quels équilibres nous arrivons en la matière, mais c'est très important. Dans le même temps, on va enfin avoir dans les années à venir le fruit considérable des 35 milliards d'euros qu'on a investis avec la Société du Grand Paris. Je remercie plusieurs acteurs qui sont présents dans la salle. Vous voyez bien que chacune de nos gares, y compris celle de Rueil-Malmaison, vaut à peu près 500 millions d'euros, coûte 500 millions d'euros, plus que vaut. Et en la matière, le succès de la ligne 14, l'extraordinaire succès de la ligne 14 depuis les Jeux Olympiques, nous montre bien qu'on est là sur vraiment un immense progrès à venir. Bientôt, on n'ira plus en véhicule individuel à Orly. Évidemment, la ligne 14 a vocation à faire en sorte qu'on gagne beaucoup plus de temps et c'est beaucoup plus simple de fonctionner ainsi. Au total, alors qu'on a encore des dizaines de tunneliers qui sont à l'œuvre dans toute l'Île-de-France, il faut se dire que ces travaux-là ne sont pas les seuls que nous allons continuer à mettre en œuvre. Nous sommes bien dans l'objectif, par exemple, que le Charles de Gaulle Express fonctionne en T2 2027. Vous vous souvenez qu'on avait eu un recalage de ce calendrier il y a maintenant 5 ou 6 ans. Depuis lors, SNCF Réseau a maintenu la totalité des travaux qui devaient être réalisés. Nous sommes en phase pour que le Charles de Gaulle Express fonctionne à ce moment-là. Vous voyez bien en ce moment, c'est sûrement un inconvénient pour les usagers. Il y a des fermetures le week-end, des réductions de fréquences sur les lignes pour arriver à faire des travaux très importants. Vous voyez peut-être quand vous êtes sur le périphérique à la hauteur de la porte de la Chapelle, l'énorme pont de à peu près 3 étages de hauteur, 145 mètres de long, qui va bientôt être lancé au-dessus des voies pour arriver à remplacer un pont qui lui-même a 150 ans d'existence. Tout ça pour dire que les travaux continuent. Je vois des acteurs à la fois des bâtiments et des travaux publics dans la salle. On a souvent eu l'occasion d'en parler ensemble. Je les remercie à nouveau de leur concours. Et je redis que, en ce qui concerne l'État, tant pour le bâtimentaire que pour les transports, nous devons continuer à prendre notre part, mais nous avons conscience que nous ne le ferons bien qu'avec vous tous. Et avant de perdre ma voix, je vous remercie beaucoup.